Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec cette semaine mes co-présentateurs qui sont de retour. Laura Fortes. Bonsoir Aline. Thierno Souleymane Diop-Niang. Bonsoir Patriarche. Bonsoir messieurs, dames. Tout à l'heure, en seconde partie, nous allons recevoir Madame Fatou Kinendao qui viendra nous parler de la 4e édition du Festival international Planète à Matsuri, ainsi que Madame Madi Gendour qui viendra nous parler également de la 2e édition du Festival NIT de Saint-Louis. Mais tout de suite, nous allons accueillir un artiste chanteur de reggae devenu depuis plusieurs années un scénariste et réalisateur de renommée mondiale. Il vient nous présenter son nouveau documentaire co-réalisé avec Lionel Bourki et coproduit par Mama Anne intitulé Essamay Bokande la Panthère. Nous accueillons M. Maki Madibasila. Nous allons également recevoir une internationale sénégalaise de basket évoluant en Suisse. Elle est également la présidente de l'association La Maison des Femmes, créée en 2017, dont elle vient nous parler ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Aminata Faye. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur Silla. Bonsoir Alain. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, Maki Madibasila. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que les téléspectateurs vous connaissent mieux comme chanteur de reggae. Oui, mais ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes devenu un excellent réalisateur, un excellent documentariste. On a eu le plaisir de vous recevoir pour le documentaire sur La Bossosé. Très joli, très beau documentaire. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'une autre légende qui est Bokande. Le documentaire s'appelle Essamay Bokande la Panthère. Je ne savais pas que vous étiez un féru de football. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce documentaire? Ouais, un féru de football, oui, effectivement. Je suis né à Jaouan, à Ouagouniaï, jeunesse amicale de Ouagouniaï. Je suis né à Dakar. Jaouan, ouais. Donc voilà, on a grandi avec le football. Il faut être né à Dakar, ne pas aimer le foot, surtout dans un quartier populaire. Autour, il y a Nyaritali, il y a Koloban, il y a HLM, Momsereu. Ouais. On a grandi avec des trucs de Djaraf, de la GIA, de Alekaza, du Casa Sport. Forcément, le football fait partie intégrante de mon ADN. Ah oui, bien sûr que j'adore ça. J'adore le foot, c'est mon sport favori. Donc, ouais. Et c'est ça qui vous a amené à Bokande, ou bien c'était une évidence pour vous? Oui, c'est une évidence dans la mesure où j'ai eu à le croiser quand j'étais petit. J'étais un gamin justement dans mon quartier parce que son fils Eric habitait là-bas, Eric Bokande. Et je le rencontre dans un moment charnière où il marque ce fameux triplé contre le Zimbabwe. Donc ça ne me rajeunit pas, on est en 85, mais je suis un gamin. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je vois le mouvement de foule, je vois ce monsieur qu'on fait traverser le mur pour qu'il puisse sortir de chez lui. Parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, mais il y avait un peu le téléphone arabe de bouche à oreille. Et c'est une image qui est restée gravée dans ma mémoire. Je me souviens de le voir, je me souviens de comment elle était habillée. J'ai du mal à me rappeler d'autres choses de 85, mais je me rends compte que j'ai rencontré ce monsieur. Bon, il avait ses tresses, il était charismatique. J'avais le cœur qui battait à 200 à l'heure. Ouais. Je savais que c'était Bokande parce que je l'avais vu à la télé. Ouais. Et c'est la première fois, le gamin que je suis voit quelqu'un à la télé, et tout d'un coup, je le vois de visu. Face à face, c'est quelque chose qui est resté profondément ancré au plus profond de moi. Et je pense que cette image, je l'ai emportée avec moi au fil des années. Et Bokande a été un des premières stars. Voilà, c'est la première personne que j'ai adulée, en fait. C'est vrai. Voilà, le gamin c'est comme aujourd'hui un gamin de 5 ans ou 6 ans qui regarde Sadio Mané. Sadio Mané, absolument. Donc voilà, il a les yeux qui brillent. Et puis Jules, il fait partie de ma vie. J'avais son poster dans ma chambre. Et puis voilà, j'ai eu la chance aussi de le rencontrer 2 fois. Et comme mon cinéma, c'est plus le cinéma populaire, documentaire populaire, j'aime bien les figures parce que je pense qu'elles disent quelque chose de nous, de notre époque, de notre histoire et surtout de notre évolution. Donc, ayant constaté qu'il sortait petit à petit de notre imaginaire, je me suis dit, il fallait rattraper le coup.
Tout à fait. Donc voilà, il fallait les fixer dans le patrimoine immatériel, il fallait faire de telle sorte que les générations actuelles et futures puissent connaître l'homme qu'il a été, le footballeur qu'il a été, mais surtout l'homme. Moi-même, j'étais sur un territoire méconnu. C'est en faisant le film sur Bokandé que j'ai vraiment compris qui était réellement Jules-François Bokandé. Absolument, et c'est un excellent documentaire, vraiment qu'on regarde avec beaucoup d'émotion. Comment ça s'est passé le tournage? Ça a pris combien de temps? Parce que vous avez eu à voyager dans au moins 3 pays, que ce soit peut-être ici au Sénégal, en Belgique et en France également. Ouais. En fait, oui, il faut dire que nous, avec mon collègue Lionel Bourki, qui est suisse, on a créé la boîte de production de films documentaires. On est des indépendants, donc qui s'appelle Linkering Production. Alors Linkering, on est plus spécialisé dans le cinéma documentaire, mais surtout dans les grandes figures. Et c'était important de fixer justement Jules-François Bokandé dans la mémoire collective. Mais surtout, pour faire les films, on a dû voyager. On est parti d'abord, bien sûr, en Casamance. On est venu ici à Dakar, rencontrer ses anciens coéquipiers, ses amis, ceux qui l'ont côtoyé, et surtout les membres de sa famille aussi. Et c'est là où on a compris un tout petit peu l'évolution du personnage. Et dans notre cinéma, quand j'écris, je commence toujours par l'enfance. Parce que je me dis que c'est fondateur. Il y a quelque chose qu'il faut aller puiser là-bas. Et effectivement, Jules, ce qui a fait de lui Bokandé, c'est ce que je voulais montrer dans le film. Absolument. Parce que Jules-François Bertrand Bokandé, il porte quand même un nom. Oui. Et ce nom a un poids. Ceux qui connaissent la famille Bokandé savent que c'est des grands intellectuels. Voilà. Et Jules, lui, il n'aimait pas trop l'école, même s'il était super intelligent. Il n'était pas... Tout ce qu'il voulait, c'était jouer au ballon. Absolument. Et sa mère lui dit, je ne vais pas... tu ne vas pas passer par moi pour être... C'est pas moi qui vais mettre au monde le premier Bokandé délinquant de la lignée des Bokandé. Et c'est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, on retient qui de tous ces généraux, ces intellectuels? C'est lui le footballeur. Voilà. Donc il y avait un peu ce rapport, ce lien que je voulais déjà établir. Et puis, il fallait aller chercher les archives. C'était ça. Justement, les premières archives, on les retrouve en Belgique. Ma prochaine question, parce qu'on voit beaucoup d'images d'archives, moi personnellement que j'ai jamais vues. Bah oui. C'est vrai que les gens de ma génération, on connaît mieux Bokandé que les gens de la génération peut-être de Thierno. On a eu beaucoup d'images, moi je l'ai beaucoup suivi, mais là aussi vous avez vraiment des pépites, quoi, des images assez inédites. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit aussi. Vous savez, je dis toujours, le documentaire est un art à part entière, c'est du cinéma. Tout à fait. Malheureusement ici, on n'a pas encore trop intégré. Parce qu'ici, quand on parle du cinéma, on parle de fiction. Donc, documentaire, je le dis toujours, le terme documentaire vient du latin docere, qui signifie enseigner. Donc, quand vous allez voir un film, il faut aussi que vous appreniez des choses nouvelles. Cette figure, vous avez grandi avec lui, vous l'avez vu jouer, vous l'avez adulé. Mais ce n'est pas parce que vous le voyez à la télé que vous connaissez son parcours. Absolument. Et c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on a fait. On est parti dans son premier club. Eux, ils étaient les premiers surpris de nous voir. On a retrouvé son premier entraîneur en Belgique. Tout à fait. Quand Jules arrive, il a à peine 21 ans. Donc, Gildo Fioda, on le retrouve, il est surpris. On le retrouve à côté de la ville de Tournai. Déjà, le nom, je ne connaissais pas comment c'est cette ville. C'est son premier club, c'est un club de Détroit. Et justement, quand il arrive, il y a cette émission pour le présenter et il y a ses archives. Voilà, ce qui pose la problématique des archives. Quand on est venu ici pour leur parler du projet, ici je dis la maison RTS, malheureusement, les portes n'ont pas été ouvertes, malheureusement. Alors qu'on aurait pu, ensemble, faire ce travail-là. Donc les archives, vous ne les avez pas eues ici? Non, malheureusement non. On les a eues en Belgique, on les a eues en France. Même les archives de la télévision sénégalaise, parce que vous avez montré des extraits de cette fameuse... fameux match où on a battu le Mozambique. Mais ça, ce n'est pas des archives que la RTS nous a données, c'est la famille. Okay. Quand on est venu ici pour prendre les archives, le problème s'est posé quand sur Labasossé. J'ai mis presque 3 ans à récupérer les archives. Et les archives qui sont dans le film Labasossé, je les ai eues en Côte d'Ivoire. Il a fallu aller jusqu'à Abidjan. En 48 heures, j'avais les archives. Donc ici, j'ai couru 3 ans. Donc voilà, mais c'est un travail. C'est un travail, il est évolutif. C'est dans la durée. Absolument. On a besoin de temps, on a besoin de faire comprendre aux gens que, vous savez, le travail que nous sommes en train de faire, il est essentiel, il est fondamental. Parce que nous parlons de notre histoire. Et nous parlons de notre histoire, d'où nous parlons, à qui nous parlons et pourquoi nous parlons. Une fois qu'on aura résolu ces 3 questions, on pourra éventuellement faire de telle sorte que les générations actuelles, futures,
puissent savoir ceux qui les ont précédés. Vous savez, M. Ndiaye, les gens ne sont pas des coquilles vides. Tout à fait. C'est ce qu'on se tue à expliquer. Les gens ne sont pas des coquilles vides. Les gens ont envie de comprendre comment ont vécu ceux qui les ont précédés. C'est un processus normal dans tous les pays du monde. Absolument. Il n'y a qu'en Afrique où on inverse les choses. Il n'y a qu'en Afrique où même faire ce ça genre dépend, nous, la mémoire aussi est importante. Hein. Mais elle est importante. Je sais que Thierno allait la mémoire orale, sur ça. Oui. ça m'a modéphone, ça m'a moré un gendebi, ça m'a modéphone. Oui. Mais quand il s'agit de... Vous savez, on est dans un pays qui a attendu 40 ans pour faire un film sur Cheikh Anta Diop. Il faut aussi qu'on se dise des choses. On n'est pas en train de critiquer, on est en train de proposer. Tout à fait. Vous savez, nous, on est là, nous sommes des enfants de ce pays. C'est le Sénégal qui nous a formés. C'est ici qu'on est parti à l'école, à l'université. C'est ici qu'on a lu, c'est ici qu'on a appris le cinéma. Tout à fait. Vous savez, donc, si on peut, nous, d'une certaine façon, apporter notre pierre à l'édifice, en faisant des films, en faisant de telle sorte qu'aussi cette génération puisse aussi avoir des repères. Vous savez, nous sommes dans une guerre culturelle. Nous sommes dans une guerre culturelle. Aujourd'hui, les gens ils n'inventent plus des missiles et des bombes d'abord. Ils vous envoient des telenovelas Tout à fait, à gogo. Et aujourd'hui, pourquoi les séries cartonnent? Pourquoi est-ce que toute cette génération est en train de faire des séries? Parce que le processus est arrivé à maturation. Ceux qui regardaient les Isaora, les Luz Clarita, les Marimar, ce sont eux aujourd'hui qui sont derrière la caméra en train de dire « Ah, tel est amoureux de tel, Fatou aime Modou, Modou aime machin ». Parce que pendant 30 ans, on a mis dans leur cerveau que c'était ça. Si pendant 30 ans, on avait des documentaires sur la Dior, sur la bataille de Pathé Badiane, sur Charanta, voilà, sur Lamine Gueye, sur l'histoire du Sénégal, sur comment le Sénégal a acquis son indépendance, sur la fracture qu'il y a eu lors de l'éclatement du Mali, Modibo Keïta, Senghor, tout cela, les gens vont se dire « Ah, ça fait partie de notre identité aussi, ça fait partie de notre culture ». Et malheureusement, quand on le dit, les gens ont un peu peur parce que derrière, il y a quoi? Il y a la réflexion. Il faut une démarche intellectuelle. Thierno sait de quoi je parle. Il faut écrire, il faut se documenter. Absolument. Et malheureusement, les gens sont de plus en plus paresseux. Ils ont peur, en fait. C'est même pas de la paresse. Je pense que les gens ont... Ah, mais il y a beaucoup de paresse intérieure. Oui. C'est pour ça que TikTok a beaucoup de succès. Parce que c'est rapide. Effectivement, les gens, ils peuvent plus réfléchir. Vous parlez avec quelqu'un 30 secondes, vous l'avez perdu. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les familles peuvent... Vous savez, Bokandé, c'est un film que les gens voient en famille. Moi, j'étais très touché par un jeune parce qu'on a fait une projection au Britannique militaire. Et il y a ce jeune qui m'envoie un message sur Instagram. Il a 13 ans. Il me dit, j'ai découvert votre film, je l'ai regardé avec grand intérêt. Ça m'a beaucoup touché. J'ai connu l'histoire de mon pays à travers le personnage de François Bokandé. Mais surtout, j'aimerais voir ce film. J'aimerais voir ce film à ma famille. Il a 13 ans, c'est-à-dire quand Bokandé disparaissait, il n'était même pas encore né. Absolument. À peine où il avait 1 an. Absolument. Et vous avez tenu à projeter le film vraiment en avant-première à Ziguinchor. Oui. Vous revenez de Ziguinchor comme ça. Dans le sud de Ziguinchor, Sédhiou, Bignona. Ouais. Donc c'est ça, il faut aller... Il faut que le cinéma puisse venir vers les gens, il faut que les gens viennent au cinéma. Nous, on fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va vers les populations. Et notre souhait le plus ardent, c'est que les gens puissent voir ce film, même s'il va sortir pour une fois en salle, au cinéma Pathé. La première projection aura lieu le samedi. Et c'est important que les masses puissent s'approprier le film. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse faire une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, ces enfants qui sont à Pékin, dans les centres de formation, qu'ils puissent voir ce film. Ce n'est pas qu'un film sur le football, je pense que c'est d'accord avec moi. C'est l'histoire d'un homme, d'un patriote, quelqu'un qui croyait fondamentalement à ce pays. Donc, et c'est ça qu'il faut, c'est des valeurs qu'il faut transmettre aux jeunes. Absolument. Laura, qui nous revient de Casamance. Oui, tout à fait, de Ziguinchor avec l'équipe. Bonsoir Maki. Bonsoir, merci Laura. Encore d'être avec nous. C'est très, très émouvant d'avoir l'occasion de reparler de cette série de projections-là qui se sont tenues en Casamance chez Bokandé. Donc il y a eu beaucoup d'émotions effectivement par rapport à ça aussi parce que c'était un peu comme si le fils revenait au pays à travers le film. Et je pense que c'est intéressant la remarque que tu viens de citer de la part de ce jeune Britannique qui dit qu'à travers son histoire, j'ai vu l'histoire de mon pays. Parce qu'effectivement, ça nous explique à quel point, en fait, on peut utiliser des personnalités, des personnages pour, en fait, finalement représenter un pan de l'histoire qu'on ne connaîtrait peut-être pas assez ou alors encore le redécouvrir d'une manière qu'on n'aurait pas imaginé parce qu'on était là, mais qu'on ne voyait pas les choses de cette façon-là. Et je pense que c'est ça le pouvoir en fait du cinéma, celui par lequel en fait vous avez décidé avec Lionel Bourki, avec Mama Anne, de justement transmettre un petit peu tout ce patrimoine-là et de le fixer, comme tu dis bien, dans finalement
cette mémoire collective. Je retiens aussi la fois où il y avait eu la première projection à Dakar, où tu disais beaucoup, ce qui est malheureux peut-être des fois dans ce pays, c'est qu'il y a des figures en fait dont on se rappelle toujours, qu'on va toujours mettre en avant, mais si c'est pas la politique ou bien les marabouts, en fait ça va jamais aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je pense que ce travail-là, il est très important. Et par rapport à ces projections-là qui ont pu s'organiser, que ce soit au niveau justement des projections populaires et même que ça puisse aller au cinéma, je pense que c'est très positif et ça peut même aussi donner un peu d'espoir à d'autres cinéastes qui font du film documentaire, qui, comme tu l'as dit, parfois c'est difficile en fait de pouvoir se faire distribuer. Même au niveau des autorités locales, c'est pas toujours évident de pouvoir avoir les partenariats qu'il faut, alors que parfois c'est juste mettre à disposition un lieu ou mettre à disposition quelque chose. Mais c'est tout un parcours du combattant que tu rappelles aussi à travers ce message. Et effectivement, ce qui, je pense qu'il peut tous nous marquer à travers un film comme celui-ci et même les autres, c'est de se dire que on a la possibilité, en regardant d'abord vers nous-mêmes, de voir tout ce qu'on est capable de faire en fait. Donc pour ça, je voulais vous remercier, en tout cas toute l'équipe. J'en perds mes fiches. Et moi, j'avais une première question par rapport à ta propre carrière à la base, parce qu'Alioune rappelait que ça fait plusieurs années que tu es dans la réalisation. Tu étais déjà artiste au départ, tu étais dans le reggae, la musique. Et on sait que quand on est artiste au départ, toutes les formes d'art sont quand même intimement liées. De ton côté, comment ça s'est produit pour toi de vouloir en fait passer du côté du cinéma? On s'imagine que tu n'as pas laissé tomber la musique pour autant, mais comment est-ce que tu as utilisé ta propre expérience? Est-ce que c'est peut-être justement ces figures-là qui t'inspiraient, qui t'ont donné envie peut-être de te mettre à faire du cinéma pour parler d'eux et pour justement fixer cette mémoire collective? Ah, d'accord. Alors, le cinéma a été la passion première en fait, avant la musique. Voilà. Sauf que beaucoup de gens ne le savent pas. Donc moi, j'ai l'habitude de dire, bon, il faut toujours mettre un peu de peps dans tout cela. J'ai l'habitude de dire, je suis né dans un cinéma. Je suis pas né dans, mais j'ai grandi en face du cinéma magique. Magique, ouais. Les plus jeunes ne peuvent pas s'en souvenir. Donc, HLM 5. HLM 5. Et je passais ma vie entre le cinéma magique, le cinéma Liberté, le cinéma Al-Akbar. Voilà, ou bien à Koloban, Roxy, machin, tout ça. Non, Roxy, c'est la Médina. Luxe, cinéma Luxe. Luxe, c'est quoi? C'est à l'époque où il y avait des cinémas au Sénégal. Voilà, où on pouvait sortir, aller voir des films en groupe. Et puis nous, ce qu'on faisait, c'est carrément en groupe. On était un groupe d'une dizaine de personnes. On allait voir les films. C'est-à-dire qu'on se levait le matin, on prenait notre petit déjeuner, on faisait le tour pour voir quel film aller voir. On allait d'abord regarder les affiches. Donc pour dire, OK, Al-Akbar, vous faisiez partie d'un gang, quoi, ou bien? Ouais. C'est pas Chine Pop. Ouais. Comme dit Moussa Sen Absa, il dit le cinéma, c'est un gang. Donc, voilà. Mais j'ai toujours été fasciné par ça. Ça a toujours été ma passion première. J'en ai rêvé depuis des années. Bien avant la musique, bien sûr, Bob Marley est une grande figure, Alpha Blondy, ainsi que plein d'autres groupes. C'est vrai que le reggae a été, comment dire, ça m'a forgé aussi. J'ai beaucoup appris avec mon ancien groupe, le VIB. On parlait déjà anglais à l'époque, où on était complètement acculturé. On pensait que si on ne parlait pas anglais, on n'existait pas. Donc il fallait, voilà. Mais ce qui est intéressant dans toute cette démarche, c'est que moi j'ai toujours rêvé du monde des arts. Et la musique, le cinéma, pour moi, voilà, ils sont complémentaires. Voilà, j'ai grandi dans un quartier où il y avait des influences artistiques. Certaines personnes me faisaient écouter de la musique, d'autres me faisaient voir des films, d'autres me faisaient lire des livres. Les livres aussi ont été fondateurs. Donc voilà. Mais j'avoue que c'est assez atypique, surtout dans un pays comme le Sénégal, de voir ce genre de démarche. Mais ailleurs, cela se fait. Vous voyez, aux États-Unis, vous voyez quelqu'un qui va être chanteur de R&B, à côté, il va être peintre, et puis de l'autre côté, il va faire du cinéma. Tout ça, ça englobe le monde de l'art. Moi, j'ai toujours été fasciné par les artistes. Voilà. J'aurais aimé être un intellectuel comme Thierno, mais malheureusement. Mais les artistes sont des grands intellectuels. Pour faire ce genre de travail-là, pour être un intellectuel. Les artistes, oui. J'ai beaucoup de fascination pour les artistes. Pour les écrivains, parce que les écrivains aussi ce sont des artistes. Là, en parlant, parce que je n'ai pas intégralement répondu à la question de Michel Ndiaye, le prochain film sur lequel on travaille, on est dessus. Là, je rentre du Rwanda, où j'étais avec M. Boubacar Boris Diop. Absolument. Et le film s'appelle Retour à Morambi. Justement, ça rentre toujours dans le cadre de la mémoire. Ça, c'était mes questions pour terminer. Là, tu m'as marché sur... En tout cas, c'est ça. Le reggae, j'aime, c'est ma vie, j'ai grandi avec, c'est ma passion, la musique. Mais le problème, c'est que le cinéma, ça m'a pris tellement de temps. C'était tellement plus passionnant que j'ai dû mettre de côté la musique. Mais j'ai un scoop pour vous. Je prépare un album. Ah,
Wow. Mais décidément. Il y a Daddy Maki est de retour. Oui, Daddy Maki est de retour. Elle a même eu la chance d'écouter le single en exclusivité. Absolument. Ah ouais. Le premier single. Oui, en avant-première, oui. Bah, moi, je suis dans toutes les avant-premières. Elle nous fait des cachotteries, quoi. Non, moi, je suis dans toutes les avant-premières, vous me connaissez. Mais justement, c'est intéressant que tu parles des écrivains, de la façon dont ils te passionnent, parce que c'était un peu l'objet de ma deuxième question. On a en notre possession ici le livre qui a inspiré en fait ce film. Donc, Bokandé, l'éternelle légende d'Abdoulatif Diop, donc le journaliste sportif qu'on salue s'il nous regarde. Et c'est vrai que c'est ce livre-là qui retrace en fait le parcours de Bokandé depuis sa jeunesse, qui nous raconte justement qui il était avant d'être ce sportif-là qui a fasciné tout le monde. Et justement sur la base de l'être humain qu'il était, donc avant d'être le footballeur. Et c'est vrai que ce livre-là, il est sorti en 2011. Tu l'as eu entre tes mains, ça t'a inspiré, ça t'a donné envie de faire justement le film documentaire qui pouvait aussi, en fait, finalement, quand on lit le livre et qu'on regarde le film, on voit qu'il y a une complétude. Ouais. C'est ça. Ouais. Et on voit qu'en fait, c'est l'objectif, peut-être, tu me diras, c'était finalement de rendre vivant ce qu'on trouve dans ce livre à travers l'image. Et c'est un tout autre travail, mais je pense qu'en fait les deux sont complètement complémentaires. Et justement, vous l'avez mentionné dans le générique que le film était inspiré de ce livre. C'est vrai que c'est une mine d'informations pour bien comprendre en fait le contexte. C'est aussi un livre qu'on recommande, je pense, à tout le monde parce qu'il est assez. Il y a beaucoup d'anecdotes qui sont assez touchantes et ce sont pas forcément toujours les mêmes qu'on retrouve dans le livre et dans le film. Donc on apprend beaucoup sur encore une fois ce personnage-là de Bokandé qu'il était et pourquoi en fait finalement ça a été un exemple aussi dans des questions qui sont complètement en dehors du sport, à savoir justement la résolution du conflit en Casamance à l'époque, comment lui, il essayait de servir de médiateur, etc. Et ce sont des choses qui... C'est pour ça que vraiment, pour rebondir sur le témoignage du jeune qui disait qu'il a appris l'histoire de son pays, on comprend tout à fait, en fait, pourquoi il le dit. Parce que quand on voit ce que Bokandé a voulu faire déjà dans sa région, puis après pour le Sénégal, et puis à quel point il aimait aussi son pays à travers le football, on comprend tout ça. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans quel contexte, enfin, comment vous avez réussi à finalement, en partant de ce livre-là, à faire un documentaire en fait qui soit abouti avec toutes ces informations que vous aviez, plus le travail que vous avez fait à côté et qu'on salue aussi, parce que ça aussi, c'est pas évident, avec les archives, etc. Comment finalement vous avez réussi à passer en fait de ce livre au film documentaire que vous avez proposé? En fait, moi... nous, on a commencé à filmer sans pour être au courant qu'il y avait un livre sur Bokandé. Ça donne encore une fois de plus le rapport que nous avons par rapport à l'écrit. Par contre, vous allez me donner 30 secondes pour que je rende hommage à nos journalistes, à nos écrivains. Vraiment. Vous savez, les Sénégalais ont beaucoup écrit. Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup lus. Mais ici, le livre, nos intellectuels, ils produisent beaucoup. Je pense que la première production au Sénégal, c'est d'abord la production littéraire. Que ce soit les professeurs d'université, que ce soit des gens comme Thierno. Non mais les gens tout a été documenté ici. Donc maintenant nous sommes bien placés pour le savoir. Voilà. Et c'est juste incroyable. La mine d'informations qu'il y a au niveau de la littérature au Sénégal, au niveau des livres, c'est juste incroyable. Et quand moi je découvre ce livre-là, ça fait 1 an qu'on tourne. Voilà, le mythe me dit, ouais, d'ailleurs dans le livre, j'ai dit, mais quel livre? Il me dit, le livre sur Bokandé. J'ai dit, mais il y a un livre sur Bokandé. C'est comme ça que et ça change toute la perspective. Au niveau même on lit les livres, on se dit, oui, mais il faut qu'elle soit racontée. Il faut qu'il y ait une voix off. Il faut qu'il y ait un texte, que le texte puisse nourrir le récit. Et ça, moi, j'ai jamais compris le documentaire sans voix off. Parfois, on le dit, on en reçoit ici. C'est possible. C'est possible, mais... Moi, voilà, ça mais passe on a besoin de ça. Ouais. Et c'est complémentaire. Moi, et pour nous... Je ne sais pas si je suis un puriste ou bien c'est... Même moi, documentaire sans voix off, je me dis... Ouais. Non, mais pour nous, sur l'association, on n'avait pas utilisé une voix off parce qu'on se dit, ce sont ses amis. C'est le choix. Après, c'est un choix. Hein. C'est un choix artistique. C'est un reproche que je ne t'avais pas fait sur le plateau, comme ça. Non, mais je comprends tout à fait. Mais j'en avais parlé avec mon chroniqueur. C'est très pertinent, M. Ndiaye. D'autant plus que nous, on pense même à refaire une version, cette fois-ci avec une voix off. Donc on y pense. Et là, en parlant de voix off, là c'est l'esprit de Jules qui nous fait un cadeau inestimable. Quand on fait ce film, on écrit la voix off et on doit le faire. J'arrive à Paris, je dois enregistrer la voix off et je tombe sur Greg Germain. Greg Germain, le nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est un acteur antillais. C'est lui qui fait la voix de Will Smith depuis 30 ans. Ah oui. La voix que vous entendez dans le film, c'est l'acteur Greg Germain qui double Will Smith en français.
on est dans un truc de fou, là. Je me dis, mais j'aurais jamais pensé, moi, avoir l'acteur qui double Will Smith depuis 30 ans dans les Bad Boys, tous les films qu'on voit. C'est lui. C'est lui la voix française. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais Bokandé, c'est un ami, on joue au foot ensemble. C'est un mec généreux, il était extraordinaire. Donc, c'est pour vous dire, en fait, il y a des rencontres comme ça, il y a des histoires qui voilà, vous pensez que le personnage, il est un peu enfermé dans un truc? Eh bien non, il est international, il est global. Et puis, voilà, ouais, c'est une sacrée aventure. Hein. En tout cas, merci à Jules. J'espère que son esprit continuera à... Avant de passer la parole à Thierno, déjà, on va essayer de voir un peu la bande-annonce, une petite bande-annonce du documentaire avec Khalid Exprès. Quand je rentre dans un terrain de football, la première chose, je pense pas à marquer des buts, quoi. Je pense d'abord à gagner, quoi. Je pense à gagner, je pense pour l'équipe et après, je pense à moi, quoi, pour essayer de marquer les buts. Et but de Bokandé. C'est que tu permets à Bokandé d'entrer dans le Panthéon, définitivement. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin de célébrer nos zéros, mais malheureusement, parfois, on ne le fait pas assez dans notre pays. Et c'est par exemple quelque chose qui t'a motivé dans la production de ce film. Je pense que quand on plonge dans ton film, on découvre au-delà d'un sportif, un humain, un humaniste, qui a contribué au-delà du sport à créer une dynamique très importante, d'abord pour sa région, mais pour le Sénégal. Et ce qui est intéressant, moi, quand j'ai regardé le film, et en général, aujourd'hui, ce que tu disais par rapport à ce qui se passe dans le monde, à comment on irrigue nos imaginaires, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma permet de créer un récit, un narratif qui est important, dont nous avons besoin aujourd'hui en Afrique, parce qu'effectivement, on est dans une guerre, on est dans un conflit immatériel, dans lequel peut-être nous sommes perdants au départ parce que nous n'avions pas tous les matériaux. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. Nous avons un marché important en Afrique de l'Ouest, plus de 400 millions. Nous avons des jeunes dynamiques, nous avons des intellectuels, nous avons des récits. Je pense que donc il faut investir dans ça parce que ça permet d'armer intellectuellement nos jeunes, ça permet de leur comprendre comment se passe le monde et d'avoir des atouts et même des outils contre ce qui se passe et contre une certaine aliénation. Je pense que de ce point de vue-là, moi je suis très content de cette production-là. Ça permet véritablement de contribuer à cette bataille intellectuelle, à cette bataille immatérielle-là. Et cela m'amène aussi, quand je viens dans ce film, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup aimé d'abord la beauté des images. Tu nous invites en Casamance, région naturelle, région qui a énormément contribué au Sénégal et pour moi qui est le grenier de ce pays, naturellement. Quand on va en Casamance et quand on regarde la beauté de ces paysages-là, quand on regarde le potentiel, on se dit malheureusement, cette région qui aurait pu faire décoller le Sénégal n'a pas pu décoller parce qu'il y avait un conflit. Jules-François Bokandé, justement, a joué un grand rôle. J'espère aujourd'hui que dans la dynamique de reconstruction de ce pays, la Casamance va jouer un rôle pivot. Parce que la Casamance a un potentiel économique, a un potentiel naturel. Et tout ce qu'aujourd'hui on vit, par exemple, avec le sous-emploi au niveau des jeunes, la Casamance peut contribuer à résorber ce gap. Et donc ce film est important. Il ramène Jules-François Bokandé à son royaume d'enfance. Il ramène Jules-François Bokandé aussi à sa place, le Panthéon. Parce que Jules, au-delà de Sadio Mané, comme on le disait aujourd'hui, qui est une icône, peut-être la différence entre les deux, c'est que Sadio Mané a une couronne nationale. Oui. Mais je pense qu'il y a un pont à faire entre Jules Bokandé à Sadio Mané. Oui, pour moi, entre les deux, il n'y a pas une grande star. Voilà. On pense à ça, mais je pense qu'il n'y a pas une star de la dimension de Jules-François Bokandé. Et aujourd'hui, c'est Sadio Mané peut-être qui est à ce niveau-là. Jules-François Bokandé était un mythe pour tous qui l'ont connu à un moment. Mais lorsque aussi, moi quand je me rappelle les interviews que je regardais de lui, c'était quelqu'un qui avait le franc-parler. C'est quelqu'un qui n'était pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, mais qui se levait contre une dynamique pour l'intérêt du plus grand nombre, pour d'abord l'intérêt de ses coéquipiers, mais plus tard pour le football sénégalais. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas été, je ne dirais pas qu'il n'a pas été un très bon coach, mais il n'a pas eu une très bonne chance à la tête de l'équipe nationale en 1994, par exemple. Vite après avoir raccroché les crampons, il devient le sélectionneur, il nous amène à la Coupe d'Afrique, et là aussi on s'arrête en quart de finale. Mais c'est une vie remplie. Jules-François Bokandé. C'est une vie au-delà du sport, c'est du social, c'est de l'économie parce qu'il a aussi investi dans ce pays, mais c'est aussi une figure emblématique du Sénégal, au-delà simplement d'être un sportif. Et moi, c'est là que j'aimerais te poser ma première question. Aujourd'hui, au-delà de Bokandé, qu'est-ce que tu penses par rapport à la célébration de nos héros?
Est-ce qu'on devrait attendre que ces gens-là meurent ou que ces gens-là, on les croise dans la rue, dans un état parfois pitoyable pour les célébrer et pour dire à la face du monde ce qu'ils ont fait pour le Sénégal, ou on devrait d'ores et déjà, les célébrer, les porter au pinacle? Oui, je pense que c'est pour cela que Linkering Production existe. Malheureusement, tout cela a un coût. Oui. Malheureusement, les films sont longs à faire parce qu'il faut aller chercher les moyens, il faut aller les chercher ailleurs, il faut écrire, il faut trouver un diffuseur. Moi, c'est mon troisième film, mais pas un seul n'a été diffusé au Sénégal. C'est la première fois que mon film sort en salle au Sénégal. À chaque fois que j'ai fait un film, j'ai fait le tour des chaînes de télé, voilà, pour trouver un diffuseur. Mais voilà. Donc c'est pour vous dire que non, le mal est profond. Oui. Vous savez, Cheikh Anta l'explique très bien. Ouais. Voilà. Le mal, en fait, le mal il est profond. Parce qu'il y a ceux qui doivent, en fait, donner un coup de fouet à tout ça, ceux qui doivent faire bouger les lignes, c'est des gens qui sont très statiques. Et ils n'ont pas de... Alors, diront, ils n'ont pas de... En tout cas, ils ne montrent pas une réelle volonté de nous associer un tout petit peu à la préservation, justement, à la sauvegarde du patrimoine immatériel à travers les films documentaires, par exemple. Parce que ça, c'est le rôle des chaînes de télé. Vous voyez un peu? Oui. Les chaînes de télé ont besoin de contenu. Nous sommes une boîte de production. Donc, si nous arrivons à nous entendre avec une chaîne de télé, par exemple avec la RTS, disons, parce qu'on est là, on peut leur fournir du contenu, un contenu qui est approprié et un contenu qui participe voilà, au récit national. Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous venez de le Surtout redire quand encore, c'est le service public. Voilà, c'est le service public. Mais nous, ce qu'on peut faire, parce que nous, on ne peut pas faire 2 fois le même travail. Oui. Moi, ce que je peux faire, c'est écrire. Lionel, ce qu'il peut faire, c'est filmer et monter, ensemble réaliser. Donc voilà, maintenant, pour tout ce qui est diffusion, il faut que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Parce que c'est fatigant, c'est long, 4 ans, c'est long. Nous, on est la seule boîte dans la place. On a fait 4 films en, disons, 8 ans. Donc c'est énorme et sans moyens. Vous voyez? Donc à un moment donné, si les télévisions nous sollicitent, si par exemple la RTS vient, ok d'accord, vous avez quoi comme catalogue? Parce qu'on est en train de se faire un catalogue. Aujourd'hui, moi, Bokandé, dès que j'en parle, Canal+, il saute dessus. El Maestro là-bas, je le fais, c'est Canal+, qui arrive, qui diffuse. Alors que moi, j'aurais aimé d'abord. D'autant plus que moi, on fait de cette sorte que, dans le contrat, qu'on stipule que le Sénégal n'en fait pas partie. C'est-à-dire, on peut vendre les droits dans tous les autres territoires, sauf le Sénégal. C'est une porte ouverte qu'on laisse aux chaînes de télé pour qu'elles aussi, elles puissent avoir l'exclusivité de diffuser les films depuis le territoire sénégalais. Donc moi, c'est ce que je peux faire. C'est compliqué, vous savez, toute cette... c'est beaucoup d'énergie. C'est long, c'est fatigant. C'est lassant, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de nuits blanches, beaucoup de doutes aussi. On est animé par le doute, on se dit, ben, ça fait 8 ans quand même maintenant. Et on se retrouve toujours, chaque film est un combat. Chaque film est un parcours du combattant. Quand est-ce qu'on va avoir finalement les moyens de travailler et que les Sénégalais, les téléspectateurs sénégalais, puissent aussi avoir accès au travail que nous sommes en train de faire, parce que c'est d'abord pour lui. Alors, voilà. Et c'est malheureux, mais il en est ainsi. Moi, j'ai les bras liés, j'ai les mains liées, pardon. Je ne sais pas quelle solution, je ne sais pas comment faire pour qu'enfin, que quelqu'un se dise, ok, Macky, vous êtes en train de faire un bon travail avec Lionel. On n'est pas les seuls, en fait. Il y a d'autres gens aussi qui font. Là, c'est un appel pour le nouveau directeur général de la RTS. Ah oui, non, on demande que ça. Vous savez, vous regarde, donc, pour finir, je pense que... Monsieur Ndiaye, même à travers les archives de la RTS, on peut faire un travail extraordinaire. Je ne parle même pas des films. Rien qu'avec les archives. Bien sûr. On peut raconter l'histoire de ce pays-là. Absolument. Vous vous rendez compte, nous, on est en train de travailler sur une série de films documentaires qui s'appelle, pour répondre à votre question, les 12 grandes figures de notre époque. Et dans ça, il y a Bruno Diatta. Monsieur Bruno Diatta. Oui. Donc, Bruno Diatta, le titre du film, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des présidents. Tout à fait. Voilà, dans une époque où, dès que tu dis quelque chose à quelqu'un, il t'enregistre, il prend le truc, il le transfère au monde entier. Voilà, quelqu'un qui a été un commis de l'État, qui a servi l'État. Aujourd'hui, si je vous mets, vous ne connaissez même pas le son de sa voix. C'est vrai. On est en train de chercher les archives, on se dit, mais c'est fou. Comment est-ce qu'il parlait? C'était quoi? Vous connaissez, vous, le son de sa voix? Pas du tout. Personne. Moi aussi. Voilà, oui, vous avez cette chance extraordinaire, mais moi non. Et voilà un monsieur qui a servi la République, qui a servi ce pays, qui était d'une discrétion extraordinaire. Et vous voulez qu'on le laisse comme ça, tomber dans l'oubli, juste une plaque à la présidence? Non, moi j'ai envie que mon fils sache qu'un personnage comme M. Bruno Diatta existait. Mbaye Gueye, le truc de face.
on parle beaucoup de lutte. C'est pourtant lui qui a révolutionné la lutte en 1970-80. C'est le premier lutteur à toucher 1 million de francs. À l'époque, le président Senghor avait même respecté en disant que ce n'est pas une bonne chose. Parce que sinon, les jeunes, ils ne vont plus vouloir aller à l'école, ils vont tous vouloir lutter. Le temps lui a donné raison. Ouais, Harmay Madiaga, la cantatrice, elle va avoir 80 ans. Depuis tout petit, on l'entend chanter car au car. Derrière ce terme, il y a toute une histoire. Absolument. Et quand vous découvrez ça, vous avez envie. C'est intéressant. Parce qu'on dit souvent, le public, si, le public a le droit de voir les séries télé. Ça dépend de ce qu'on Voilà, non, les deux ne sont pas antinomiques. Vous voyez un peu. Moi, c'est ce que je me suis expliqué aux gens. Il faut une offre diversifiée. Et pour cela, encore une fois, je lance un appel à M. Pape Alé Niang, le nouveau DG de la RTS. Il ne faut pas rater le train de l'histoire. Il est fondamental à ce que ce pays se réconcilie avec son histoire, se réconcilie avec son récit. Et puis, il y a une dimension pédagogique. Nous, les films que l'on fait, on peut les diffuser dans les écoles. Totalement. Quand j'ai fait les films sur Ahmad Dansokho, il chantait Rouge, où je réexplique un tout petit peu son parcours. Je vais jusqu'à Lyon retrouver sa veuve. Je ne savais même pas que voilà, son épouse, c'était une Française. Quand je vais chez elle à Lyon, elle m'accorde une interview. Je pense qu'elle a très peu parlé, cette dame. Beaucoup de gens l'ont découvert dans le film. Voilà, je vais voir les Samba Djoulde, je vais chercher des archives. Je découvre même une archive de Ahmad Dansokho dans les années 65, comme ça, quand il est à Prague. Mais je me dis, tout ça, je ne vais pas le garder pour moi. Et quand je fais un film sur Ahmad Dansokho qui s'appelle Il chantait rouge, rouge par rapport à la couleur du communisme, et que le 23 août, c'est l'anniversaire du décès d'Ahmad Dansokho, et que je fais le tour des télés pour le dire, c'est le moment. C'est le 4e anniversaire du décès d'Ahmad Dansokho. J'ai ça avec moi. C'est un film que j'ai produit. Je ne demande pas de l'argent, je ne demande pas de la reconnaissance. S'il vous plaît, je veux juste que les enfants de ce pays poussent. Ah bon? Regarde. Il n'y a rien. Quand vous voulez diffuser, vous ne demandez pas d'argent et personne ne... Ils ne veulent pas. Non, ça, je ne peux pas croire. Ah, mais monsieur Ndiaye, je vous dis que c'est ça. Ah, mais ils sont là, ils vous entendent. Et je suis venu ici, j'ai amené le film Ahmad Dansokho gratuitement. D'ailleurs, c'est monsieur Pape Alé Niang, actuel directeur, qui lui, quand il a découvert le film, qui m'a dit, mais moi je vais le diffuser depuis ma page, depuis ma chaîne YouTube. Super. Et quand vous lisez les commentaires, vous voyez les gens qui disent, mais c'est extraordinaire, je ne savais pas que ça avait existé. Et dans ce pays, les gens pensent que, les gens ne savent pas qu'Ahmad Dansokho a vécu presque une vingtaine d'années en exil. Il était à Prague, ses enfants sont nés là-bas. Ouais, il a tout un parcours dans l'histoire politique du Sénégal. Et il n'y a pas que lui, il y a Majmoud Diop, tout ça, j'explique. Quand moi je découvre qu'un commando de plus de 30 personnes, dans les années 60 après la crise de 62, passe par le Mali, ensuite Alger, ensuite l'Autriche, Prague, Moscou, ils vont jusqu'à Cuba, vous vous rendez compte des Sénégalais que je suis? Une telle histoire a existé ici, 30 Sénégalais sont partis jusqu'à Cuba, ils étaient reçus par Che Guevara, ils étaient reçus par Fidel Castro, et ils sont entraînés, ils sont partis dans les montagnes cubaines, s'entraîner. Il y a très peu d'archives, il y a des photos, le récit est là. C'est au retour que quelqu'un parmi le groupe des 30 est trahi et qu'on les attrape. Mais ces histoires, je ne veux pas les laisser juste sauter dans l'air. J'ai envie que tout le monde découvre ça. Et c'est fascinant. Ouais, tout à fait. Bon, moi, ce que je veux ajouter dans ce que tu dis et qui est très important, c'est qu'il faut qu'on arrête cette validation qui nous vient de l'extérieur occidental, pour dire par exemple que c'est eux malheureusement qui soutiennent économiquement nos productions et parfois qui peuvent les orienter selon leurs propres intérêts. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est vrai que Canal+ ou les autres télévisions qui prennent ces productions-là, qui les soutiennent, c'est bien, mais c'est aussi pour leurs propres intérêts parce qu'ils veulent maintenir en public, ou en tout cas un marché en Afrique. Ah oui. On sait très bien que ces télévisions-là, aujourd'hui, ont une part de marché très importante en Afrique. Je pense que dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouvel élan politique, souverainiste qu'on veut prendre, le récit, il est important. Le cinéma peut contribuer à déterminer ce récit-là. Il faut libérer les énergies des jeunes. Il faut libérer les énergies de tous ceux-là qui entreprennent dans tous les domaines et surtout de la culture. Et c'est peut-être ma dernière question, celle que je veux te poser par rapport aujourd'hui à la politique culturelle qu'il faudra implémenter ou mettre en œuvre pour un peu porter notre pays, le développement de notre pays. Parce que la culture, les métiers de la culture, c'est peut-être plus d'une centaine de métiers. Ça permet non seulement économiquement de faire épanouir des jeunes, mais en même temps, ça permet de parler à l'imaginaire d'un peuple. Exactement. Un peuple qui n'avance pas avec sa tête, mais c'est un peuple qui est en arrière. Et nous sommes dans un monde de compétitivité. On n'a plus
je pense qu'aujourd'hui, fondamentalement, on a besoin de former nos jeunes. On a besoin de faire de la guerre intellectuelle, de la guerre des idées. On en est dans ce monde-là. Et moi, cette semaine-là m'a convaincu de ça, que dans d'autres pays, ces gens-là sont déconnectés, ils sont dans une sorte de toisement du monde. Et ils pensent qu'il y a une tunnelisation du monde qui fait que leurs valeurs sont forcément les valeurs universelles. Que tout ce qui se passe en dehors de ce tunnel occidental-là est en marge du monde et n'est pas important, ce qui est absolument faux. Et c'est ce que je voulais te... C'est exactement ça. Vous savez, il y a à boire et à manger dans tout cela, vous savez. Dans tout ce qu'on est en train de dire, on a beau avoir des principes, on a beau être motivé, on a beau avoir envie de... Mais tant qu'il n'y a pas derrière la volonté politique, absolument. Voilà, le travail, pour que le travail soit accompli, ça va être très, très compliqué. Madame Aminata Faye, c'est une grande sportive également, internationale de basket. Peut-être, est-ce que vous connaissez Jules François Bocandé? Je pense que je devais être très très petite. C'est vrai. Il jouait, mais oui, j'ai entendu parler de lui. Donc c'est une légende, comme vous dites. Et puis c'est très intéressant de découvrir tout ça. Et puis je vais regarder le film également. Ça va me permettre de savoir aussi son histoire. Absolument. Donc voilà. Vous êtes là, mais pas pour nous parler de basket, pas pour nous parler de sport, mais pour nous parler d'une association que vous avez créée et qui s'appelle la maison de la femme, la maison des femmes. Oui. Depuis 2017 quand même. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de cette association? Alors, j'ai créé cette association en 2017. On peut dire que la Maison des femmes est née après une histoire très, très triste qu'on a vécue dans notre quartier à Hambourg. Une maman que je connaissais très, très bien avec sa petite famille. Et puis qui est décédée sous les coups de son mari d'une histoire de 600 et 1500 francs. Et puis ça m'a traumatisée, je peux dire ça. Donc à ce moment-là, j'étais en France. À partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ces femmes-là à devenir autonomes financièrement? Donc après pure réflexion, avec quelques personnes autour de moi, je me suis dit, je vais créer la maison des femmes et des enfants. Donc, on dit la maison des femmes, mais c'est la maison des femmes et des enfants, qui va être une maison sociale, qu'on va accueillir toutes femmes qui se sentent en danger. Et on va accueillir également les enfants, parce que parfois, on a des enfants perdus, et puis on nous amène à la maison. Ma mère, elle est déléguée de quartier de notre quartier à Darussalam, Hambourg. Donc, la maison des femmes se trouve à Hambourg. Oui, il se trouve actuellement à Hambourg, à Kabadio, en Casamance. Donc, on était ce week-end-là pour le lancement des activités. Vous aussi, vous étiez en Casamance comme... Exactement. Donc, on s'est croisés peut-être. Mais voilà, donc à partir de là, je me suis dit, je vais créer cette association-là pour soutenir, former et autonomiser financièrement les femmes. Super. Absolument. Et depuis 2017, si vous voudriez faire peut-être un petit bilan de parcours, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous êtes satisfaite actuellement? Alors, on peut dire qu'on est sur la bonne voie, parce que ce n'est pas évident. J'ai une petite équipe autour de moi, et il y a une agence qui s'appelle... comment il s'appelle encore? Challenge Up. Qui m'accompagne depuis mes débuts, je peux dire. Donc, on travaille et les activités, on les a lancées il y a 3 ans. Depuis 3 ans, on est en train de former des femmes dans des localités autour d'Hambourg, à Hambourg, à Kabadio. Là, après Kabadio, il y a des dames qui sont à Grand Yoff ici, qui ont vu l'événement sur Facebook, qui nous ont appelés pour avoir également la Maison des femmes ici à Dakar, à Matam aussi. Donc, on a lancé les activités. On est en train de se lancer comme il faut. Absolument. Et ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière. Donc, on roule à fond propre. Donc, que je finance moi-même. Donc, ce n'est pas évident. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir et d'amour parce que c'est des femmes
vulnérables, on va dire, des enfants qui ont besoin de soutien et qu'on accompagne. Absolument, Nora. Bonsoir Madame Faye. Bonsoir. Félicitations pour cette initiative et pour la détermination que vous avez en fait à porter ce projet-là malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer pour pouvoir toucher un maximum de personnes. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, vous êtes parti d'un constat qui est malheureux, qui est le constat alarmant du nombre de femmes en fait qui étaient victimes justement de ces violences-là, que ce soit les violences physiques, les violences psychologiques et les enfants aussi qui sont aussi impactés. Et je pense que vous faites bien d'ailleurs d'insister sur le fait que c'est pour les femmes et les enfants parce qu'effectivement, on peut voir que vous partagez... Vous êtes organisé pour pouvoir proposer des hébergements à ces personnes-là, mais parfois elles ont aussi leurs enfants et vous avez aussi le soutien scolaire pour les enfants qui va aller avec. Donc en fait, on se rend compte que dans tous les aspects de la vie, vous êtes vraiment là pour les prendre en charge, pour les entourer. Et je pense que c'est ce dont on a besoin quand on passe par ce type d'épreuve. Donc encore une fois, vous félicitez déjà pour l'initiative. Et justement, je voulais peut-être revenir un peu sur le volet autonomisation dont vous avez parlé parce que je pense que ce qui est positif aussi, c'est de se dire que vous décidez d'insuffler quelque chose aussi en toutes ces personnes-là qui vont passer chez vous et peut-être de leur donner de quoi finalement repartir par la suite et pouvoir se débrouiller par elles-mêmes parce qu'en fait, c'est surtout ça qui, je pense, doit être assez... déjà, ça s'organise, mais c'est aussi ça qui laisse un véritable impact au-delà du fait d'avoir été recueilli, d'avoir été accompagné. Et vous parlez justement du fait que c'est difficile d'être accompagné. Est-ce que vous pouvez nous dire à l'heure actuelle quels sont vos besoins exactement, en particulier dans ce volet-là de l'autonomisation? Est-ce que vous avez peut-être des organisations ici au niveau local que vous visez pour pouvoir ne serait-ce qu'être accompagné en termes de, je sais pas, de besoins de formation et autres, peut-être aussi de transport pour pouvoir aller d'une région à l'autre et peut-être partager aussi les connaissances ou organiser des réflexions communes en fait entre toutes ces personnes-là qui sont passées par la Maison de la Femme? Alors, ça c'est très important comme question parce que on aura besoin d'avoir l'accompagnement des organismes ici au Sénégal comme la 3FPT c'est très bien ce qu'ils font, mais les démarches sont trop longues. Et si on doit aller au travail, aller au basket et revenir, faire tout ce paperasse derrière, c'est pas évident. Heureusement, il y a des gens ici qui s'en occupent, mais à chaque fois, c'est en attente. Donc, on est obligé de prendre des moyens fonds propres, je peux dire des fonds propres pour financer toutes ces formations-là. Donc, depuis, j'ai soumis au moins 3 dossiers à la 3FPT. Et j'ai toujours pas eu de retour positif pour accompagner les formations pour ces dames-là. Donc, c'est pas évident. Si eux, ils nous entendent et qu'ils peuvent vraiment nous faciliter les démarches, ça serait très bien. Donc, voilà. Et pour le moment, on n'a pas eu d'accompagnement du tout, que ce soit de l'État ou des autorités locales qui sont dans les départements qu'on a, la Maison des Femmes. D'accord. J'avais une autre question aussi par rapport à justement cette volonté de vous étendre dont vous avez parlé un petit peu, à la demande finalement des bénéficiaires. Donc vous avez parlé de Mbour, dont vous êtes originaire, vous avez parlé de la Casamance et aussi peut-être Grand Yoff bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres localités dans lesquelles, vous avez parlé de Matam aussi, dans lesquelles vous voudriez finalement organiser, même si ce n'est peut-être pas dans le cadre par exemple d'une structure une structure fixe dans laquelle il y aura des hébergements temporaires et autres. Est-ce que peut-être vous visez aussi parfois, par exemple, juste des ateliers de façon ponctuelle qui pourraient s'organiser aussi à d'autres endroits? Oui. Alors, pour l'objectif, c'est de mailler tout le Sénégal déjà. Un exemple, c'est d'avoir dans tous les départements du Sénégal la Maison des Femmes, qui sera en maison sociale, ce qui est normal. On voit ça en Europe. Partout, il y a des maisons sociales. Il suffit juste tu mets sur Google maison sociale telle. Tu sais que quand j'y vais là, je trouverai des gens qui vont m'accompagner, qui vont me soutenir, qui vont m'aider. Ça dépend du besoin que tu as. Donc, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que je ne dis pas seulement la Maison des Femmes, c'est que pour les femmes. C'est pour les femmes et les enfants et pour les hommes aussi, hein, pourquoi pas. Toute personne vulnérable. Donc, du moment où tu as un besoin et tu sais que si tu vas à la Maison des Femmes, on peut t'accompagner, on sera là. Donc, je trouve ça très important et je sollicite les autorités. On commence par les autorités locales.
déjà, et puis ils puissent nous accompagner parce que ce n'est pas évident. À chaque fois que je viens au Sénégal, j'essaie d'installer la maison des femmes, ça fait 3 ans, dans un département. L'année passée, c'était Mbour. Depuis le début, c'était Mbour. Cette année, c'est Kabadio en Casamance. Et avant de repartir, je pense que je vais essayer de faire ici à Dakar et à Matam. Donc, parce que c'est des demandes qu'on a reçues. Et à chaque fois, on va essayer de faire comme ça. Donc, d'essayer d'installer au fur et à mesure dans les départements, pourquoi pas dans les villages même. Donc, voilà. Mais on essaye et ça se passe très bien pour le moment, sauf que ce n'est pas évident au niveau financier. Et puis, mais ce qui est important, c'est à chaque fois qu'on a une demande, il y a un responsable sur place qui met à la disposition de l'association une chambre ou 2 et puis un local pour faire la teinture parce que dans la maison des femmes, on fait du savon, du javel, de la teinture, des confitures et des sirops. Donc, on forme toutes ces femmes-là à avoir déjà des compétences de ces métiers-là. Et quand elles partent de l'association, qu'elles puissent partir avec quelque chose. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait pour le moment. Et puis, le travail continue. Hein, c'est pas, voilà. Alors, bonsoir, Madame Faye. Bonsoir. Mes hommages. Moi, j'ai envie de dire beaucoup de choses par rapport à vous. D'abord, quand je vois les scandales qui sortent des rapports qu'on voit, je ne dis pas qu'ils sont coupables ou pas, patriarche. Mais je dis que rien que cette manne financière qu'on dit avoir été détournée peut régler la souffrance de ces femmes. Je pense que c'est vraiment dommage qu'on ait un niveau de paupérisation dans ce pays, mais qui affecte surtout les femmes. Les femmes sont dans les rues avec les enfants, partout dans les rues. Des enfants de moins de 2 ans vous agressent. C'est extrêmement anormal. Dans un pays comme la nôtre, où la solidarité est une règle de vie depuis toujours à travers le temps, on sait prendre soin l'un de l'autre dans notre société. On n'est pas une autre société où parfois on est abandonné. Ça, c'est la société africaine traditionnelle. Malheureusement, on est en train d'être enfermé dans une sorte de vie mais qui n'est pas la nôtre. On est en train d'abandonner notre modèle social, pour moi, qui doit être perpétué. Je pense que donc c'est vraiment intéressant ce que vous faites, venir en aide à ces femmes-là qui sont dans le besoin, mais surtout pas uniquement pour les aider, mais pour leur permettre d'avoir un nouveau départ. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Aider ces femmes à apprendre un métier, aider ces femmes à s'autonomiser, aider ces femmes à revenir dans la société avec une certaine dignité. Je pense que ça, c'est important. Et rien que pour ça, moi, j'ai envie de vous féliciter. Et je pense que, bon, ce que vous avez dit, les autorités ont entendu. J'espère que, bon, le ministre de la Femme, parce que de la famille, je ne sais pas, les gens... Oui, on avait enlevé la femme. Okay. Le ministre de la Famille va vraiment se projeter ce genre de situation. 3FPT aussi, ils ont un nouveau directeur. J'espère qu'il sait que ce sont ça les priorités. En fait, ce qu'on élit ou ce qu'on nomme doit faire leur job. On est impressionné par rien d'autre que le Sénégal. Exactement. Si les gens travaillent, on est d'accord. S'ils ne travaillent pas, on va le dire. Parce que le Sénégal reste, les hommes et les régimes vont passer. C'est ça le plus important. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, de 2017 à maintenant, est-ce que vous avez des femmes que vous avez eu à recueillir et accompagner, qu'aujourd'hui, vous ont valu une satisfaction? Vous avez su que cette transition dans votre centre leur a permis d'avoir un nouveau départ? Oui, on en a pas mal d'exemples parce que depuis 3 ans qu'on a lancé vraiment les activités. Et avant ça, on recevait déjà des femmes à la maison. Donc moi, je dormais avec des inconnus chez moi. Donc ma mère, elle a toujours fait ça. Donc elle est la vice-présidente de l'association. Donc j'ai grandi dans ça. Donc la solidarité et le partage, c'est quelque chose que j'ai toujours connu. Votre maison, c'est déjà la maison des femmes. De tout le monde, on peut Vous dire. habitez à Darussalam. Exactement. La terre de la paix. Ouais, La maison de la paix. Voilà. Donc on a eu à accompagner des femmes. On peut dire qu'on a eu 12 cas, mais elles sont tous reparties dans leur foyer. Et il y en a une seulement qui est actuellement toujours chez nous avec ses 2 enfants. Dans le foyer où elle recevait des coups? Oui.
Oui. Ok. Que dans la maison des femmes à Hambourg. Ok. Donc, à Cabadio, c'est différent parce que, voilà, je vais venir là-dessus après. Mais à Hambourg, on a une seule dame qui a complètement divorcé parce que c'était très, très violent. Et puis, elle est toujours à la maison, mais on a pu l'avoir un boulot. Donc, c'est quand ces femmes-là ont eu un métier que ces hommes-là ont dit maintenant, ces hommes qui étaient des lâches, entre guillemets, ont accepté de les reprendre. Oui, mais quand tu violentes une femme, c'est grave, hein? Et puis elle part se refuser quelque part, elle revient avec des compétences, et puis à partir de là, elle se lève le matin, elle va travailler, elle amène de l'argent à la maison. Oui, elle amène que la paix, parce que l'argent qu'elle amène, elle te demandait ça avant. Donc, je pense... Mais elle a le droit de te demander, même après avoir travaillé, même si elle est milliardaire, elle a le droit de te demander. De demander, mais ça amène parfois la frustration, de demander tout le temps, tout le temps. À un moment donné, on te dit, c'est bon. Et puis, ça peut amener la frustration. Après, c'est, voilà, c'est des coups qui vont... J'adore votre état d'esprit. J'adore ça. Il ne peut pas comprendre, lui. Voilà. Mais ce que je suis en train de dire, c'est toi peut-être qui ne le comprends pas. C'est pas grave. Tu es dans tes certitudes. Non, mais c'est vrai. J'adore cet état d'esprit. Parce que ça peut paraître paradoxal. Parce que ce qu'il veut dire, qu'il ne veut pas dire, c'est qu'on a l'impression que vous ramenez peut-être la brebis dans la gueule du loup, quoi. C'est exactement ça. Mais je sais ce qu'il veut dire. Vous dites, mais attends, j'essaie de vous protéger et je vous ramène chez cet individu parce que, vraiment, bon, nous tous, on va se dire, on ne va pas le juger peut-être, mais on lui aurait dit nos trois vérités à ce monsieur. Ouais. Mais bon, là, mais quand même, j'aime cet état d'esprit. Mais je pense que derrière, peut-être, est-ce que vous avez briefer la personne. Est-ce que vous faites aussi ce travail pour les hommes? Parce qu'il y a des hommes qui sont un peu malades aussi. Est-ce que vous... Oui, mais parce que si on ramène la femme à la maison, c'est parce qu'il y a eu des discussions. Absolument. Vous n'avez pas porté plainte contre ces hommes? Non. Okay. Au début, on ne porte pas plainte. Et puis, on n'est pas là aussi pour dire aux femmes, venez chez nous, on va se battre contre votre mari. Ce n'est pas du tout le but. J'adore votre état d'esprit. Mais vous permettez aux femmes de retrouver leur foyer. Voilà, on les montre juste qu'on est là. Vous avez des bras qui peuvent vous accueillir et vous protéger. Et puis, conscientisez votre mari que la femme n'est pas là pour qu'on la bat. Elle est là pour la famille et puis éduquer les enfants et pourquoi pas vous soutenir. Voilà. Mais que la question qu'il veut poser, je sais, est-ce que ça marche? C'est ça que le suivi oui, est-ce que ça a marché? Moi, c'est tout ce qu'on veut savoir. Et parce que là, on a fait quand même 8 mois que j'ai remarqué, j'ai pas eu une seule ça marche parce que c'est elle qui s'occupe de la dépense. Elle ne s'occupe pas vraiment. Parce que c'est que... Bon, l'autre, il dort. Tu sais pas, laisse-la parler. L'autre, il travaille. D'après ce qu'elle gagne, ça peut alléger quand même les dépenses, les tontines qu'on fait ici au Sénégal. Chaque semaine, tu as 1000 francs que tu dois cotiser ou 1500. Ce qui a conduit au décès de la maman que j'ai donné au début un exemple. Justement, cet homme-là, il vit toujours, il n'est pas en prison. Il est toujours en prison. Bien sûr. Si. Donc, et puis la dame, elle avait 2 enfants, donc les enfants se retrouvent tout seuls. Donc c'est pas... Ils vont pas se retrouver tout seuls. Voilà. Il y a des gens comme vous. C'est pour ça qu'on doit nous aider à construire la maison sociale, Inch'Allah. Je pense pas. Vous avez peut-être un mot à Madiba? Ah, mais, moi, je suis impressionné par tout ce que vous faites. Tu vas faire un film sur ça? Je ne vais pas faire un film sur toi. Mais peut-être une idée de film. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est basketteuse, vous connaissez Étienne Préra, de nom? De nom, oui. Est-ce que tu connais Étienne Préra? Bien sûr. Allez, tu... Mais je te parle pas, toi. J'ai pas besoin de... Je suis vieux. Toi, tu as l'air jeune comme ça. Mais je suis vieux. Non, mais il faudrait faire un film sur oui, avec plaisir. Parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas Étienne Préra. Mais avant elle, il faudrait peut-être... Avant lui, il faudrait peut-être faire un film sur Mamati Meng. Oui, Mamati. Elle m'intéresse beaucoup, Mamati. Elle est toujours en vie, mais c'est ça l'idée de Et puis, il faut leur rendre hommage de leur vivant. Parce que les gens... Non, c'est un concept différent. Il ne faut pas prendre mon concept. Moi, j'ai un concept d'émission qui s'appelle Figure. Et nous, on célèbre les gens qui sont toujours vivants, par contre. Là où toi, tu as fait des films sur des gens qui sont partis, mais ça aussi, c'est un autre concept. Parce que c'est vrai que ce que tu dis, il faut célébrer les gens de leur vivant. Mais bon... Mais Étienne Préra, un petit sécurité que vous en parlez, il y a 2-3 jours, il y a quelqu'un qui me parlait de lui.
offrira. Oui. C'est En tout cas, signe. je félicite la dame, Madame Faye. Merci Je beaucoup. vous encourage. Absolument. Et voilà, c'est un nid d'espoir, en fait. Ouais. Voilà, je pense que Absolument. les femmes dans ce pays, on doit les protéger. Voilà, on ne doit pas les violenter. Et puis, c'est important qu'on leur fasse tout simplement la paix, quoi. Oui, c'est ça. J'espère qu'un jour, ça se fera. Une excellente En tout conclusion. cas, nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et je suis, le mot, c'est vraiment le mot que j'allais utiliser, c'est ça que tu as dit. Je suis impressionné, franchement. Non seulement Par la générosité. la générosité, mais même par la démarche, par la positivité. Ouais, c'est très positif, l'énergie positive que vous mettez dans ça. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne continuation. Que Dieu vous garde. Amen. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Également, Maki Madiba, merci toujours beaucoup. un plaisir de vous recevoir. Ouais, ouais. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci Je veux Merci juste beaucoup. ajouter que le film est à l'affiche. Absolument, à partir c'est de ça que je samedi voulais au dire. cinéma Pathé. Voilà. Donc j'invite les familles, j'invite les gens à aller le voir, parce que c'est en allant le voir qu'ils vont nous donner de l'espoir, l'envie de continuer. Absolument. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant une diplômée de gestion des ressources humaines. Cet entrepreneur culturel fait partie des organisateurs de la 4e édition du Festival international Planète à Matsuri, Dakar, qui aura lieu le 25 mai à la place du Souvenir africain. Nous accueillons Madame Fatou Kinendao. Nous allons également recevoir, pour terminer cette émission, une jeune artiste, comédienne, danseuse et entrepreneur culturel. Elle est la fondatrice et la directrice du festival NIT de Saint-Louis, dont elle vient nous parler de la 2e édition qui se tiendra les 24 et 25 mai prochains. Nous recevons Madame Madjiguendou. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Nous allons commencer par vous, Madame Dao. Vous venez de nous parler d'un festival assez particulier qui s'appelle Festival international Planète à Matsuri et qui en est à sa 4e édition. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. Et c'est un festival assez intéressant. Je ne dirais pas seulement de culture japonaise, mais c'est un festival assez moderne, assez peut-être, je dirais peut-être pour les plus jeunes, sur beaucoup de technologies, les nouvelles technologies de l'information, des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous a inspiré ce festival? Alors, le festival Planète A, c'est vrai que c'est assez jeune, mais je dirais aussi que c'est plutôt intergénérationnel parce que nous, on est des personnes assez passionnées en intelligence artificielle, en nouvelles technologies. On est une équipe assez geek, on va dire. Donc, le fondateur, Mohamed Koulibaly, qui est un ami de longue date, là aussi, j'organise avec ma sœur qui s'appelle Madjigen. Et donc, on a un côté assez intéressé aux nouvelles technologies, aux industries aussi créatives et aussi à l'innovation culturelle. Donc, c'est ce mélange-là qui nous a un peu dirigés à aller vers ce genre d'événement-là. Et pour nous, c'est une sorte de... Ça permet en fait de mettre en avant en fait le Japon, qui est un pays qui, selon nous, a su se développer à travers l'innovation technologique, les industries numériques, mais aussi mettre en avant toute la communauté sénégalaise qui est intéressée à ces industries numériques, à l'intelligence artificielle, mais aussi au gaming, au monde de la réalité virtuelle, au manga, aux films d'animation et aussi à la culture, tout simplement. Absolument. Et ça se passe comment exactement? Quels sont les types d'événements qu'il y a lors de ce festival? Alors, il y a plusieurs volets. On a un programme toute la journée qui va mettre en avant des théâtres japonais. On aura un programme qui sera de la fusion culturelle entre le Sénégal et le Japon, avec une artiste japonaise qui va venir danser un peu de mbalar, mais aussi faire de la danse japonaise.
On aura un artiste international japonais qui s'appelle Yosuke Airi, qui va faire de la flûte japonaise. On aura des théâtres qui vont mettre en avant la culture japonaise et sénégalaise. On a aussi, au-delà des stands, des activités qui vont mettre en avant des artistes locaux qui sont passionnés du monde de l'otaku, du monde des mangas, des animes. De l'otaku. Otaku, ça veut dire? Alors, otaku, c'est une personne... Pour nous, les non-initiés. Alors, je sais que j'ai une équipe qui est assez pointue, donc je vais essayer de définir ça en respectant leur univers. Otaku, c'est une personne qui est un peu geek, mais qui s'intéresse à un domaine et qui va y aller... Ceux qui ne connaissent pas, c'est que le mot geek... Geek, c'est... Je veux dire, un amoureux des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, des ordinateurs avant. C'était assez un peu associable sur les bords ou pas? Oui, mais voilà, c'est ça. En fait, en réalité, otaku, c'est un terme japonais qui disait que les otaku étaient un peu des personnes qui sont dans leur monde. Mais après, c'est quelque chose d'assez positif quand tu rentres dans le milieu parce que c'est une personne qui est vraiment passionnée du milieu. Je dirais des films d'animation japonais, des mangas, de l'intelligence artificielle, un geek. En fait, geek et otaku, je peux les comparer, les termes. Mais après, il y a la partie aussi cosplay. On ira aussi à l'événement des concours de cosplay. Le cosplay, c'est en fait... Pour les passionnés d'animation japonaise et de manga, c'est prendre un personnage et se déguiser en ce personnage de manière artistique, plus ou moins. On avait l'année dernière, en parlant de ça, à l'ambassade du Japon. L'ambassadeur du Japon, il nous avait accompagnés et lui-même, il avait fait partie du cosplay en prenant le personnage de Sangoku de Dragon Ball Z. Et donc, je tiens justement à remercier l'ambassade du Japon qui nous accompagne depuis plusieurs années. Ils ont été vraiment séduits par les initiatives qu'on a fait au Sénégal. Donc, depuis le début de l'année, ils nous accompagnent vraiment. Et on a aussi cette année la CFAO qui est notre sponsor, qui nous accompagne de manière assez extraordinaire. Laura? Je sais pas, on dit okaku. Otaku. Moi, je suis pas trop otaku, mais j'ai appris beaucoup de choses en tout cas en consultant un peu votre dossier et puis voir un peu... Parce que moi aussi, j'ai vu que c'était la 4e édition et je me disais, j'en avais jamais entendu parler. Mais je trouve que c'est formidable parce que la programmation que vous proposez sur une seule journée, elle est quand même assez dense, assez conséquente. Et en fait, ça donne envie de passer, même pas forcément avec les enfants ou pas. Mais je pense que les enfants, effectivement, pourront beaucoup apprécier parce que vous avez décidé de toucher à toutes les générations, comme vous avez dit. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous avez expliqué tout de suite qui était assez intéressant, c'est aussi à quel point ça peut rentrer dans le cadre des industries créatives. Donc on parle beaucoup justement des technologies, on parle de e-sport aussi, donc les gens qui font des compétitions carrément autour des jeux vidéo, parce que ce sont des choses qui s'organisent, c'est pas que justement des gens qui restent dans leur coin et qui jouent dans leur chambre, ce sont des gens aussi qui, à un haut niveau, peuvent avoir aussi, en faire leur métier finalement. Donc je pense que c'est intéressant qu'on puisse avoir ce genre d'initiative aussi au niveau local, de savoir aussi que ça nous vient du Mali et que du côté du Mali aussi ça se passe. Donc c'est beau à voir. Et justement, comme on parle de toutes ces... Donc comme je le disais, le e-sport, les réalités mixtes, on parle de comment les arts visuels, les arts numériques en fait sont aussi des secteurs d'activité à part entière, hein, qui ont tout autant d'opportunités que d'autres secteurs qui sont... plus valorisés peut-être parfois, et comment aussi ces secteurs-là peuvent servir de tremplin en fait. Pour certains, peuvent être porteurs d'emplois aussi dans ce large domaine finalement qu'est le numérique. Et aujourd'hui, on voit à quel point le numérique en fait prend de plus en plus de place. Donc je pense qu'une initiative comme celle-ci, c'est vraiment très positif de voir que ça peut exister, que ça peut perdurer aussi, que c'est la 4e édition et que ça a l'air en tout cas de grandir d'année en année. Et c'est pourquoi ma question elle porte un petit peu sur justement les panels et les conférences que vous décidez d'organiser en marge de cet événement-là, au-delà du divertissement et d'aller découvrir aussi une autre culture et d'aller peut-être pour ceux qui s'y connaissent ou qui sont déjà passionnés se retrouver dans un univers qui leur parle et qui leur ressemble. Vous organisez des conférences et des panels sur les thèmes de l'innovation numérique, de l'intelligence artificielle, comme vous l'avez dit. Quel est le profil des experts qui vont prendre part à ces panels-là pour pouvoir un peu justement distiller ces informations à des personnes qui souhaiteraient peut-être se professionnaliser aussi sur la base de ce qu'ils ont de passion pour pouvoir peut-être en faire leur métier? Quel est finalement le profil des personnes qui sont des personnes ressources par la suite qui peuvent leur permettre de peut-être même, je ne sais pas, faire du networking après, avoir des opportunités d'embauche, discuter avec des gens
sont dans le milieu et peut-être se projeter aussi dedans. Effectivement, on aura 2 panels et 2 ateliers dédiés, un à la cybercriminalité et les dangers et les risques pour prévenir aussi de l'autre côté de l'innovation culturelle et de l'intelligence artificielle. Et le premier panel qu'on va organiser, ça sera axé sur l'intelligence artificielle. Donc on aura, je ne vais pas dire les noms des à présent, mais on aura en fait un journaliste qui est intéressé à la nouvelle technologie, qui va faire partie de la modération. On aura aussi des acteurs, des écoles de coding et d'intelligence artificielle et si je ne me trompe pas, un passionné de l'intelligence artificielle. C'est un jeune qui est sur LinkedIn et qui s'intéresse beaucoup au coding et à le nouveau univers de ChatGPT. Et il donne beaucoup de conseils de comment l'utiliser, comment les entreprises peuvent s'intéresser à ce nouvel outil. Donc pour ce premier panel-là, ce sera lié à l'intelligence artificielle et son essor en Afrique et au Sénégal. Le deuxième panel, ce sera justement dédié à l'univers otaku du manga et comment on a vu ce phénomène qui est de plus en plus quelque chose que les jeunes adoptent au Sénégal et en Afrique. Il y a une communauté qui est de plus en plus grande. Et l'idée de ce panel, c'est de se demander comment cette culture-là influence actuellement la jeunesse africaine, quels sont les avantages et quels sont aussi les risques et les enjeux. D'accord, merci. Voilà. Félicitations. Merci. Je suis très heureux de retrouver une amie que je trouve très, très, très brillante. Et surtout pour ce projet-là, pour moi, je suis comme tout le monde. Je ne savais pas que tu faisais ça depuis 4 ans. Tu ne m'avais pas informé. Je pense que c'est une très bonne chose parce que tout à l'heure, on parlait un peu de la culture, de comment la culture est un véhicule puissant des valeurs, mais aussi d'une société. Mais aujourd'hui, la culture trouve aussi dans le siège numérique, ou en tout cas, fait du numérique aujourd'hui un allié important pour se diffuser partout à travers le monde. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, on est une société fortement marquée par un peu cette pénétration numérique. Digitalisé, au-delà du Sénégal, le continent africain, les jeunes innovent. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Je ne le dirai jamais assez. Par exemple, durant le Covid, on a eu des jeunes ici, des écoles de sciences polytechniques, etc., proposer des solutions comme ça. Malheureusement, ils n'ont pas été accompagnés. C'est dommage. On avait eu des priorités politiques au-delà de ça. Je pense que donc ce genre d'initiative, c'est intéressant. Et même l'État, ou en tout cas le gouvernement, doit saisir cette occasion pour venir regarder les génies. Parce que pour moi, un pays, ça se pense. Un pays, c'est aussi de l'innovation. Et si dès à présent, on a des jeunes qui peuvent proposer des solutions technologiques, techniques, c'est une très bonne chose. Donc moi, je te félicite à ce niveau. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a le Japon derrière. Je pense que les Japonais ne vous accompagnent pas pour vos beaux yeux. Ils vous accompagnent aussi parce que c'est leur soft power. Est-ce qu'il y a cette contrepartie où demain, cette même organisation peut être transportée au Japon avec nos valeurs, avec notre propre agenda pour montrer au Japon aussi, vous avez vos valeurs, c'est ça. Nous aussi, nous avons ces valeurs qui sont universelles. Alors, je ne parlerai pas pour l'ambassade du Japon dans ce sens, mais après, je vais dire mon avis. Mais selon mon avis, oui, parce que l'ambassade du Japon, moi, comment je les perçois, ils sont à fond dans la fusion culturelle. Je ne sais pas si vous allez sur leur site ou sur Facebook. Chaque jour, ils mettent en avant des cours de Wolof et des cours de Japon et des cours de français. Et ils traduisent chaque expression en Wolof, par exemple, comment on le traduit en japonais, comment on le traduit en français. Mais souvent, tu vas avoir plus Wolof et japonais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé, que j'ai beaucoup apprécié. Et je trouve qu'ils sont très... Ils ont bien réussi, hein, les Japonais. Ils t'ont comme alliés. Bon, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, c'est à saluer. Surtout...
bien écrire la langue Wolof, s'exprimer en Wolof, c'est toi-même, tu sais que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, pour moi, cette partie-là, c'est assez intéressant, venant de l'ambassade du Japon. Et pourquoi pas? Le Planète A, on a fait 4 éditions, beaucoup au Sénégal, mais aussi, ça a été fait au Mali, mais ça a été fait aussi au Canada. Donc, je pense qu'on n'aurait pas, pour moi, de problème à ce que ça se fasse ailleurs, et même au Japon. Et de toute façon, nous, dans ce qu'on fait, on met en avant aussi l'Afrique et le Sénégal. Dans les programmes, il y a un compte qui s'appelle... En fait, c'est un conte dédié à un samouraï. C'est le premier samouraï noir qui était au Japon. Et on raconte son histoire, en fait, comment il est venu, comment il a quitté l'Afrique pour arriver au Japon, et qui était un très grand samouraï. Et son histoire a été tue pendant des siècles et des siècles. Et là, comme par hasard, son histoire revient. Il y a même quelques productions qui veulent en faire un film et tout ça. Et bien avant même de voir qu'il y avait des personnes qui voulaient mettre en avant son histoire, nous, on s'est dit c'est l'occasion de promouvoir ça. Et aussi qu'on voit de plus en plus d'artistes qui créent des films d'animation, d'héros. C'est comme des mangas, mais c'est des héros africains. Si tu vois sur YouTube, tu vas avoir quelques-uns. Et quand tu parlais aussi de la Fédération des jeunes, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans l'organisation. C'est vrai que c'est une organisation assez ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de ressources. Mais quand tu vois toute la communauté des jeunes qui sont motivés et qui t'appellent pour faire partie de l'organisation, les jeunes artistes qui veulent montrer leur tableau, leurs dessins, il y a des jeunes qui ont des boutiques d'otaku, il n'y a pas plus tard que tout à l'heure, il y a un jeune qui m'a appelé pour me dire qu'il veut un stand pour vendre ses produits, des jeunes qui vendent des produits pour customiser des téléphones, des PC avec leur propre création. Il y aura de la danse J-pop et K-pop. Donc, il y a beaucoup... Les jeunes, c'est quelque chose qui les motive beaucoup. Et pour moi, c'est important d'avoir ce genre d'événement pour vendre du rêve à ces jeunes-là, mais aussi leur permettre de montrer leur talent. Leur vendre de l'espoir. Leur de l'espoir. Oui. Leur vendre plutôt du japonais. Bon, moi, je suis quelqu'un de... Bon, ok. Donc, pour leur vendre de l'espoir, comme tu dis, mais aussi les intéresser à ces secteurs-là et leur dire que c'est possible, en fait, voilà. Peut-être Madigué, un mot par rapport à cet événement, avant de parler de vous? Bon, en tant que danseuse, je suis hyper contente, en fait, et tellement fière. Voilà, donc je te souhaite tout le bonheur du monde, en fait. Et j'espère une bonne suite pour toi. Merci. Nous allons terminer avec votre festival. Également, vous avez un festival qui s'appelle NIT. NIT, parce que parfois, au début, je pensais que c'était une faute de Wolof, comme elle dit qu'il faut bien apprendre à écrire le Wolof, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent NIT avec deux I. Alors, on se demande où est-ce qu'ils vont chercher le deuxième I. Mais vous, c'est vraiment NIT que vous voulez dire, c'est-à-dire éclairer. Ouais. C'est le festival NIT. Quelle est un peu l'origine de ce festival? Pourquoi vous le faites à Saint-Louis et qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, bonsoir, salam alaikum. NIT, c'est un rendez-vous culturel donc, qui regroupe toutes les disciplines culturelles à Saint-Louis. Parce que Saint-Louis a un festival boo xamante ne depuis que je suis dans le milieu culturel ba léegi benn festival boo xam ne gars yi dañuy ñëw pour exprimer wu festival buy dajale danse, théâtre, musique. Donc, à l'âge de 9 ans, j'ai fréquenté le milieu culturel. Mais donc, il y a un festival de jazz quand même. Non, en fait, il y a un festival yu Saint-Louis, mais pas un festival qui regroupe les disciplines culturelles. Donc, vu que donc je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place un projet de festival qui permettre aux jeunes talents de s'exprimer. Et raison pour laquelle NIT a pour objectif de promouvoir les jeunes talents, créer un cadre d'expression, d'échange et de vulgarisation de leur création. Absolument. Et BIMO est deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition et c'est du 24 au 25 mai. Par rapport à la première édition,
naka ngeen ko jàngatee est-ce que li nga si doon séntu yëpp gis nga ko ci première édition bi ak lan nga si corriger pour deuxième édition bi. Oui, pour man programme boo ko defee dès que nga agsi si rek sa objectif atteindre nga ko. Pour le reste nit ñi ñëw pour jàppale la donc amaan na ni parfois foofu dongo lay problème di xaw nekkee et ça n'a pas été facile du tout surtout que Saint-Louis parfois ñu bëri dañuy reculer ci loolu parce que Saint-Louis dafa nekk ville culturelle boo xamante ne mais parfois nga mettre en place quelque chose c'est tout un problème. Avec la communication, c'est autre chose. Donc, c'était très difficile. Et en tant que jeune femme aussi, de mettre un projet de festival pour regrouper toutes les disciplines culturelles, c'était autre chose. Surtout la première édition, partenaires, parfois, ils doivent réagir parce que dans la première édition, est-ce que si vous ça va passer ou pas. Donc, mais, alhamdoulilah, que je fais déposer avec ma équipe. Donc, nous défendre notre projet pour inviter les gens à ce que nous aidions. Voilà. Et comme ça se passe sur 2 jours, le 24 et le 25 mai, toutes les disciplines culturelles, lan exactement moi donne programme pour ñaari fan. Voilà, il y a la danse, le théâtre, la musique, slam, film, exposition, échange. Donc le vendredi, on a aussi une partie annexe. C'est une partie sociale. On a 2 jours de visite médicale, plus don de médicaments. À Marie Stop avec les paramédicaux de Saint-Louis. Donc, ce sont des jeunes médecins de Saint-Louis. Et aussi, une inscription carte SODAV parce que parfois, les gens ont un problème de Saint-Louis, de Dakar pour faire inscription carte SODAV. Donc, nous avons une opportunité pendant les 2 jours, nous inscrire au SODAV. Nous avons aussi exposition de serviette hygiénique, de Angel Moon. Donc, nous avons fait une présentation serviette hygiénique parce que parfois, c'est très rare de utiliser serviette hygiénique. Donc, nous avons présenté lolo. Et aussi projection film, un spectacle de danse, un concert aussi. Voilà. Ok. Laura? Bonsoir Madjiguène. Félicitations. C'est vraiment, moi je suis admirative quand je vois le projet que vous avez décidé de porter et aussi tout ce que vous avez décidé d'intégrer en fait à ce projet-là, au-delà même de ces différentes disciplines-là. Vous voulez faire aussi la prévention, les visites médicales, etc. Donc je pense que c'est toute une organisation et ça fait plaisir de voir que vous puissiez en fait faire cette 2e édition. Parce qu'effectivement, j'avais suivi un peu de loin la première édition et c'est vrai que quand on se lance, c'est toujours difficile d'être suivi parce que on ne va pas forcément nous prendre au sérieux, comme vous l'avez dit. Et déjà, je vous félicite pour avoir persévéré, parce qu'entreprendre dans la culture, c'est vraiment pas évident. On a eu l'occasion peut-être d'en parler tout au long de l'édition. Et je suis ravie que justement cette 2e édition puisse se faire. Je remarque aussi que vous avez su aussi très bien vous entourer en termes de communication et que les supports que vous partagez sont déjà quand même assez impactants. Et c'est important en fait, parce que parfois, il y a de très bonnes initiatives comme la vôtre qui existent, mais on ne les connaît pas forcément parce que justement, on n'a pas peut-être ce travail-là, ou on n'a pas peut-être mis l'accent en tout cas sur ça, alors qu'en réalité c'est grâce à ça que vous allez vous faire connaître et pouvoir ramener du monde. Donc ça, je pense que c'est très bien. Et cette différence-là, elle se ressent beaucoup dans les événements qui sont portés par les jeunes pour le coup. Donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Et quand je dis que je suis admirative, c'est aussi parce que vous, en tant que jeune, vous êtes actrice dans la culture, vous êtes danseuse, et vous donnez en fait les clés à d'autres comme vous de pouvoir se formaliser aussi. Vous parlez des cartes SODAV, des inscriptions. Vous allez inciter les autres en fait à être dans une organisation, à être dans quelque chose qui va leur permettre finalement de, sur le long terme en fait, de pouvoir vivre de leur art, de pouvoir aussi travailler dans la dignité et ne pas forcément se dire que je vais devoir abandonner ma passion ou là où j'ai un talent parce que je n'ai pas finalement les compétences et les moyens nécessaires pour continuer. Donc pour ça, vraiment, félicitations. Merci. Et ma question, c'était un petit peu peut-être par rapport à vos besoins en tant que, justement, organisation qui est quand même jeune, parce que c'est la 2e édition. Quels sont, à l'heure actuelle, on est à 1 semaine de l'événement, vos besoins pour que vous puissiez, en fait, tenir le programme comme il faut? Est-ce que vous avez encore, finalement, des manques sur certains postes? Est-ce que vous pouvez peut-être, s'il y a certaines institutions que vous visez, que vous avez un peu du mal, en fait, peut-être à faire comprendre que votre événement est sérieux et que c'est du solide? Parce qu'on a vu le programme et ça promet, hein, ça donne envie d'y être. Et du coup, voilà, est-ce que peut-être il y a encore des besoins qui restent? Et si c'est ça, lesquels? Bon, déjà, pour besoin, dama koy njëkk a commencer le fait que parfois boo nekkee jigéen teg benn projet kenn du la jëlee au sérieux et pour moi c'est un acte à bannir en fait. Voilà, donc loolu moom
injustice là. Parce que c'est compliqué soit duñ la aider parce que dañ naan jigéen nga surtout que man âgé de mon âge. nan ma foog ne jigéen ñi dañuy gën a sawar a jàppale. Parfois même entre les femmes c'est compliqué. Ah, entre les femmes je suis d'accord mais góor yi en général ñoom dañuy sawar a jàppale. Désolée mais non. Si dinaa ko tontu ça je vais venir sur ça. Parce que yaa ngi nii di encourager kii di la encourager donc. Voilà donc comme quoi. Donc c'est compliqué si côté démarche yi surtout boo nekkee jigéen parce que souvent gars yi buñ la échange la rek dañ naan la jox ma jox la. dafa am chantage quoi. dafa si chantage man j'en reçois beaucoup. J'en reçois beaucoup. Voilà, soit buñ la message pour décourager loola. dañ lay message pour am dara en retour. te man moto di feebar quoi. Voilà, voilà. Les animaux. Donc je me dis que y a des choses qu'on doit pas laisser jusqu'à perdre la dignité. Voilà, te man dama nekk nit koo xamante je suis déterminée. Quand je dis que c'est ça, c'est parce que c'est ça. Voilà, su ma nee fii dinaa fa dem su ma doon raam sax dinaa yegg parce que je reste déterminée. Ndax nit booy def dara da ngay xam fi nga jógee, fi nga toll ak fi nga bëgg a dem. Voilà, xam aussi li nga bàyyi sa ginnaaw donc loolu moom moo ma gën a poussé à ce que à chaque fois su ma demee bay perdre espoir surtout ci démarche yi c'est compliqué et aussi xam nga Sénégal aussi daa xaw a métti benn instant parce que bu ñuy man moom artiste la damay wax sama li nekk sama si man en fait je ne maquille pas la vérité voilà donc bu ñuy wax jeunes yi indi leen seen i projet ñu liggéey leen baaxul bokk na ci li yàq dëkk bi voilà moi je ne maquille pas la vérité moo tax ñu bëri dañ naan sax que dama métti alors que c'est pas ça donc bu ñuy teree jeunes yi bu ñu jël gaal yi parce que gaal yi léegi yamatul ci góor ñi kese jigéen ñi dañ koy jël ak xale yi ndaw yi voilà ak xale yi donc loolu perte espoir mënu weesu loolu donc ñi fi toog faut que ñi ñu jiite mën ñu dimbale ku am projet am déjà indi bind jox la ko tegal la brique sur la table donc faut que aussi nga aider ko pas que affaire bi c'est pas du sérieux wala xale la man en fait damay rencontrer ce genre de problème xale la et tout d'abord parce que jeune nga en plus parce que jigéen la aussi xale la ñoom foofu rek 3 points yooyu fa lañ may jàppee mais man ça m'empêche pas d'avancer en fait du tee fépp fu ma xalaat dinaa fa mën a déposer mën a sama équipe donc c'est compliqué donc je me dis que ni bu nit indee projet am teg da nga ko war a jàppale parce que espoir bi mu am pour defar dëkkam am na ñu perdre espoir boobu ba jël gaali dem wala quitter sax jaar ci voie normale pour dem et man damay sant yàlla ba gaaw ma décourager mais sinon ak li ma ciy rencontré yëpp bàyyi comme naa bu yàgg mais parfois da ngay xool li tax nga def ko man defuma ko uniquement parce que man artiste la mais sama festival parewuma sax pour jouer ici mais au contraire pour faire pour exposer yeneen jeunes yi may leen benn cadre d'expression donc tey surtout que à Saint-Louis bu ñu demee ba am projet bu mel noonu man je me dis que ni ñi nekk ci ñi jiite surtout jeunes yi nekk ci culture bi tamit amuñu pour hésiter est-ce que ñii dañ leen di jàppale ou pas parce que Saint-Louis loolu la manqué moo tax gars yi di jóge Saint-Louis di dem ci yeneen dëkk yi di def foofu seeni art donc su kenn ñëwee am force teg ko nañ ko ci jàppale en fait. Absolument. Voilà. alors soxna si maa ngi lay ziar bu wér. delloo ziar. dafa am kilifa bu mag bu tuddoon El Maktoum. bu doon wax ne ndaw yi jeunes yi ñoo war a comme ñoom ñooy doon seen exemple. et pour man foofu noonu nga teg sa tànk te am na solo sànq Aliou dafay wax lu am solo mooy double discrimination bi. moi je pense que c'est vraiment dommage dans un pays comme le Sénégal où la majorité est jeune. D'avoir des politiques publiques, ou en tout cas de vouloir faire décoller ce pays sans associer les jeunes ou leur donner les moyens ou les ressources pour s'épanouir. C'est pourquoi, par exemple, moi, ce qui est en train de se passer avec cette vague de nomination de jeunes à des postes de responsabilité, ça me fait plaisir. La jeunesse n'est pas une caution, je suis d'accord. Mais en tout cas, donner l'opportunité à des jeunes de montrer ce qu'ils peuvent faire, c'est important. On en est là aujourd'hui. Le monde est à un carrefour important. Je pense que ces jeunes-là qui ont longtemps crié, qui ont longtemps dit qu'on pouvait faire, qu'on a les moyens de faire, qu'on a les potentialités pour transformer ce pays, il faut les aider, il faut les accompagner. Et moi, pour cela, je te félicite. Je te félicite vraiment pour cette entreprise, pour ce festival à Saint-Louis, la plus belle ville du monde. Ah oui, ça c'est vrai. Et en toute objectivité. Donc je pense que... Et j'aime aussi cette fierté saint-louisienne. Oui, il faut être fier. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut avoir des principes. C'est important parce que y a certaines décisions, en tout cas, qu'on peut prendre ponctuellement, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques dans le futur. Lorsqu'on est assis sur sa dignité ou sous son honneur, quelles que soient les difficultés,
d'aujourd'hui. Demain, on peut s'en sortir. Et je pense que c'est ce que aussi je décèle dans le discours. Félicitations en tout cas, parce que aussi c'est pas facile de porter un festival. Mais si le festival a pu avoir une deuxième année, c'est peut-être que la première a été plus ou moins réussie. Il y a des rectificatifs à faire, etc. Alors, j'en profite aussi pour demander à Amadou Diaw, qui est à Saint-Louis, qui m'a appelé la dernière fois pour féliciter par rapport à l'émission, qui est le propriétaire du musée de photographie, ancien propriétaire de ISM. Il vit à Saint-Louis. Je lui demande de soutenir ce genre de festival parce que lui est un homme de culture et je pense que c'est quelqu'un qui est un philanthrope. En tout cas, je pense qu'il fait de bonnes choses. Je ne sais pas. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et depuis Bobo Légui, nous avons sollicité pour Madame Gisco. Mais même pour Nitnele, c'est tout un problème. Ok, bon, Amadou, tu m'as appelé la dernière fois pour cette émission. Je te rappelle qu'il y a des jeunes qui sont à Saint-Louis. Ouais. Alors, aide-les, soutiens-les pour cet événement-là. Tu as les moyens, tu peux le faire. Il faut les accompagner. Donc, mais l'autre chose aussi, la mairie dans tout ça, Mansour Faye, il est abonné absent ou il vous soutient? Oui, la mairie, daw jappalé nañ ma. Ren aussi, bon, nous ngi nek di xaar. Est-ce que dinañu jappalé ou pas parce que dañuy wax que ni dafa amone ben concours théâtre buñ fa organiser won je pense que ni budget mairie mënul jéxé ci ben concours de théâtre seulement loolu raison non si mënul jéxé ci ben budget ci concours de théâtre seulement alors que amna yenen événement yu fi nek té voilà té da ngay déposer bima déposer won daw sax jotuma ci réponse xana après la ma am ñun ma bolek et tout ñu jox ma té lañ la jox dañuy xam ni sax maire bi joxu la lii nii parce que xaalis moom fu mu jaar gars yi raxas. mais quand même si c'est ça. mais est-ce que bind nga maire bi pour remercier ko wax ko tamit ne jot naa. waaw nee naa ko merci beaucoup pour nangam. peut-être doo tudd ci. waaw non mais ci biir lettre bi waaw merci ci biir lettre bi bind naa ko. comme ça mu xam ñaata. moi je ferai pas la même démarche mais remerciement bu baax na mais bon waaw. mais ren da ngay jël bind ne ko sa budget lii la. bindaan naa ko voilà waxaale ko budget bi quoi. pour mu gis ko ñoom bind naa ko wax naa budget mais dañ ne actuellement il est presque impossible pour ñu am budget. Voilà, donc fallait là la ñu appeler. mais moom li mu toog année nii yëpp Dakar comme léegi dem na Saint-Louis doon maire war na mun a toppatoo yooyu noonu wala. ah peut-être espérons une bonne suite. Surtout que actuellement ñun depuis daaw dañuy déplacé nañ plus de 75 personnes. te ñoo leen di gérer seen transport seen hébergement seen nourriture. actuellement nii non ren vous êtes invité. actuellement nii dañoo bloqué ci 150 personnes. sans compte ñi nga xamante ne dañu leen rejeté. te 150 personnes yooyu ñun ñoo war a gérer seen transport. seen hébergement seen nourriture. te Dakar la ñuy jógee Thiès Tivaouane ak Louga. te loolu ñooñu ñëpp tey ci aar bi lañ nekk ce sont des producteurs des réalisateurs tey ñooñu dama leen indi Saint-Louis. pour ñu mën a gis jeune talent yi nekk Saint-Louis di leen produire gars yi bañ a jug di dem. mais avec sans l'aide de voilà day xaw a compliqué. Mais je pense que moi je retiens une chose de cette émission aujourd'hui, c'est que vraiment les autorités doivent appuyer les initiatives, surtout portées par les jeunes quoi. Je pense que c'est important. Absolument. En tout cas, ñu ngi lay vraiment encouragé pour li ngay def yëpp. Je rappelle que c'est le vendredi 24 et le samedi 25 mai. C'est un peu les mêmes dates, mais mën nga jógee dem mën nañ dem vendredi. après samedi après samedi nga dem defi. Il y a pas de problème. En tout cas, vraiment c'est d'excellentes initiatives. Le festival s'appelle le Festival NIT. Festival NIT, deuxième édition 24-25. Le festival également. Comment ça veut dire quoi déjà? J'ai oublié de demander. Matsuri. Ça veut dire festival en japonais. Ah, ça veut dire festival. Donc festival international Matsuri Planète A. C'est le 25 mai également à la place du Souvenir. Nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vraiment, nous vous remercions d'être passés. Je remercie également mes co-présentateurs qui sont en super forme, Laura Fortes, Thierno Souleymane Diopnian. Je remercie tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs. À dimanche prochain, Inch'Allah.